Bienvenue dans le vaisseau Multivers le podcast. Nous allons explorer l'univers d'Alexandre Sanchez et plus particulièrement sa galaxie, Myria Édition, remplie d'histoires et de personnages. Je vous laisse en compagnie du pilote Buzz. Bon voyage! Bienvenue dans Multivers le podcast, où nous explorons des univers fascinants. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'univers d'Alexandre Sanchez, cofondateur avec Kevin Rollin de Myria Édition. Une maison d'édition pas comme les autres, vous verrez, située à Bessan, une petite commune de l'Hérault. Bonjour Alexandre. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Alexandre Sanchez, j'ai 31 ans déjà, et je suis cofondateur de Myria Édition, exactement comme tu l'as dit, avec mon associé Kevin, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je représenterai avec grand plaisir. Et du coup, on travaille ensemble donc sur cette grande maison d'édition, enfin cette petite maison d'édition qui est toute une grande, qui se spécialise dans les univers de l'imaginaire sous toutes leurs formes. Quelles sont tes passions ? Alors mes passions, je pense qu'elles sont communes à beaucoup de gens de mon milieu et finalement beaucoup avec les tiennes aussi. Donc moi je suis passionné de manga, je suis passionné de rétro, de pop culture, voilà. Donc j'aime vraiment tout ça. J'ai une grande vibe aussi pour tous les univers qui vont être au niveau du comic et des cartoons, même peut-être plus que manga en vrai de vrai. Mais voilà, donc c'est un peu avec toutes ces passions-là qui m'animent, côté américain, côté japonais et même côté européen, que j'essaie de faire vivre et rayonner le paysage imaginaire. Comment cette aventure a-t-elle débuté ? Elle a débuté d'une bien drôle de façon. Je vais être tout à fait franc avec toi. On a vraiment commencé à travailler le sujet il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec Kevin. Et en fait, c'est vraiment né du fait que, on pourrait peut-être appeler ça la crise de la trentaine, je sais pas trop. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup valsé dans plein de métiers. Mais j'ai toujours essayé de travailler autour du livre et autour des lettres en général, puisque on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast, mais je suis aussi auteur et scénariste. Donc j'ai eu la chance de beaucoup travailler là-dedans. Mais la vie étant ce qu'elle est, il y a aussi cette part de travail alimentaire qu'on doit tous faire à des moments donnés de notre vie. Et à un moment donné, c'était au Nouvel An, 2021, non 2022, pardon, c'était au Nouvel An 2022. Puis je me lève et je dis à ma femme, écoute, je veux faire autre chose. Je veux partir dans une toute autre direction. Et au moment où je lui ai dit ça, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et en fait, en me baladant la même journée, en ville, je suis passé devant Ciméart, qui est l'école de jeux vidéo Oui. de Béziers, dans laquelle j'ai bossé un an, juste après ça d'ailleurs. Ça, c'est une coïncidence pour le coup. Et j'ai rencontré complètement au hasard le directeur de l'école. Il était là. On a un peu parlé et moi, ma toute première ambition à la base, et c'est quelque chose que je veux toujours faire dans le futur, c'est d'ouvrir mon propre studio de jeux vidéo. D'accord. Et du coup, on a commencé à parler donc avec ce directeur. Il m'a donné des petites clés, des choses comme ça. Et j'avais cette petite ambition en tête. Et j'appelle Kevin, qui est un ami de très très longue date. On se connaît depuis 15 ans. Tout simplement, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te brancherait de te lancer dans une aventure entrepreneuriale avec moi? On a pas mal d'idées, on a pas mal d'expérience, toi et moi. Ça pourrait être sympa d'essayer de faire un truc dans les univers qu'on aime. Et en fait, pour absolument aucune raison, ça s'est transformé en idée de monter une maison d'édition. Parce que, plus loin que l'envie de faire du jeu vidéo, moi j'ai tout un univers de fiction voilà, que j'avais envie de porter sur ce qu'on appelle du transmédia. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer par le format livre. Et initialement, Myria, ça devait être plus une marque, on va dire, pour promouvoir mon univers d'auteur. Sauf qu'en fait, au fil de la création du projet, on s'est rendu compte qu'on voulait en faire une vraie maison d'édition, qu'on voulait en faire une vraie structure, qu'on avait plus envie d'accompagner les autres finalement, puisque moi, personnellement, j'étais déjà un peu aguerri dans le milieu, donc j'avais envie je sais pas, de transmettre un peu mon expérience. Et finalement, Myria Édition est vraiment née de ça, en fait, de cette envie initiale de faire un studio de jeux vidéo qui s'est rapidement transformé en maison d'édition. Et c'est pour ça qu'on est une maison d'édition hybride, en fait, et qu'on est à la fois une maison d'édition et à la fois un studio de production. Parce que cette idée de faire du jeu vidéo, elle ne m'a pas quitté, en fait. Mais maintenant, plutôt que le faire pour moi, j'aimerais bien vouloir le faire pour les autres, en fait. Ce qui est assez, comment dirais-je, qui est peut-être assez unique dans le milieu. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la création de votre maison d'édition ? Alors,
Le premier défi, et c'est toujours un peu le même, c'est le défi financier, bien sûr, parce que financer une maison d'édition et de toute façon créer du livre de façon générale, ça coûte très très cher. En plus, on n'a vraiment pas de bol parce on a vraiment fait ça post-Covid, vraiment en sortie de Covid, et en fait pendant le Covid, le papier il a explosé. C'est tous ceux qui sont en auto-édition et qui l'ont été à cette période peuvent l'attester. Les livres ont coûté d'un coup très très cher. Bon, ils coûtaient déjà un peu cher, hein. Mais là, ça a vraiment un peu dépassé les limites. Donc, on a cet aspect financier qui est très compliqué. Tout à fait étrangement, l'aspect auteur et attirance, je vais dire, de professionnels ou d'amateurs qui souhaitent devenir professionnels et qui ont du talent. Chez nous, pour le coup, il n'a pas été compliqué parce qu'on avait déjà scout la première année des artistes qu'on aimerait avoir chez nous et à 90%, ils ont tous dit oui. Donc actuellement, tous les gens qu'on a signés pour les 3 premières années de Myria, c'est vraiment majoritairement des gens avec qui on avait très 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 envie de travailler et un peu du monde entier. Parce qu'on a des auteurs français, on a des auteurs japonais, on a des auteurs américains, on a des auteurs suisses, on a un peu de tout. On a tout un microcosme. Donc pour le coup, ça va. C'était pas trop un défi. Donc ce défi financier, c'est sûr. Et évidemment, et ça tu connais, hein, c'est l'impact de visibilité. C'est comment est-ce qu'en tant que petite entreprise, dans un secteur qui est malheureusement saturé, on fait pour se démarquer, pour se faire connaître. Et je dirais que le dernier défi, ça a été le défi entrepreneurial, parce que, bon, déjà, c'était la première entreprise qu'on montait, Kevin et moi. Et surtout, on est hybride start-up, ce qui est très très rare. On est peut-être la seule maison d'édition en France à avoir la labellisation French Tech. Par rapport à tout le concept de création augmentée qu'on fait à partir de nos livres, et du coup de cet aspect hybride de studio de production dont je te parlais un peu plus tôt. Et du coup, comme on rayonne à la fois dans un paysage littéraire et à la fois dans un paysage techno, du coup, il faut qu'on réussisse à faire en sorte d'être visible dans les deux. Donc ça fait finalement un double enjeu. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste votre approche transmédia et comment elle influence vos choix éditoriaux? Alors, notre approche transmédia, globalement, déjà, je pense que c'est important d'expliquer ce qu'est le transmédia. Donc, basiquement, le transmédia, c'est l'idée de faire des rabbit holes, donc des trous de lapin, et ça va permettre en fait de créer du lien à travers les œuvres. Donc, par exemple, mettons que je te demande de faire un roman, donc tu mets un roman chez nous, et que je te dis, ok, le roman, je le trouve très très cool, et ce personnage-là, qui est un personnage secondaire, je le trouve encore plus cool. Qu'est-ce que tu dirais qu'on le prenne à part, et qu'on fasse une bande dessinée dessus? Donc on prend son histoire, on fait une bande dessinée dessus, on la relie à l'œuvre, et on va créer du coup du transmédia. Donc on est vraiment dans cette idée-là, de créer du multi-support, d'étendre les univers de nos auteurs. Donc, factuellement dans cette logique, quand on prend un auteur chez nous, bon, on le prend déjà pour lui parce qu'il faut qu'on l'aime bien, mais plus important encore, il faut qu'on voit si son univers il est extensible. Donc on essaie vraiment de faire en sorte de travailler avec des gens qui ont des univers complets, qui ont l'ouverture d'esprit d'avoir envie de voir leur univers décliné d'une façon ou d'une autre. Bon, généralement, c'est eux qui s'en occupent, mais ça peut aussi arriver, par exemple, qu'un romancier n'ait aucune approche de la BD ou du manga et qui, du coup, ne sache pas comment ça fonctionne. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que du coup, nous, on a toute une armée de petites mains chez Myria qui sont toujours prêtes à aider. On a des scénaristes, on a des assistants éditoriaux, on a aussi les autres auteurs, voilà, donc tout peut se produire. En fait, on est un peu comme une grande famille, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et du coup, notre approche transmédia, c'est vraiment de réussir à créer des univers de fiction qui sont développés, qui ont du lien, qui sont interconnectés. Ça, c'est important aussi. Ça arrive que certains de nos auteurs s'amusent à faire des crossovers entre eux, que ce soit pour des illustrations ou pour tant d'autres choses en fait, et c'est très marrant parce que c'est des choses que je vois des fois chez les grandes maisons d'édition, mais genre un peu en mode extrêmement événementiel, genre oh mon dieu, ce grand auteur de BD a fait une illustration avec cet autre grand auteur de BD, et du coup ils ont mis leurs deux persos ensemble et c'est marrant, et en fait c'est des trucs genre qui arrivent une fois tous les 20 ans, alors que nous chez Myria, c'est des trucs qu'on fait genre toutes les semaines en fait. On aime trop que tout le monde travaille ensemble, et on a un peu cette chance là de faire en sorte que tout le monde s'apprécie en tout cas. Ça me fait penser un peu au Marvel. Ouais, il y a un peu cette logique-là. Mais après, si tu veux... Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, chez Myria, on a un peu la logique Marvel en un sens. C'est qu'on a cette logique de licensing en fait. Là où une maison d'édition classique va prendre, comme je l'ai dit, un auteur tel quel et voilà, va sortir son livre. Nous, on est vraiment dans une logique d'IP, on est dans une logique d'univers. Et du coup, à chaque fois qu'on travaille avec un auteur,
On se dit, ok, c'est ton univers, il t'appartient, tu as les droits dessus, ça c'est absolument normal, hein, mais tu es chez Myria, donc il est brandé Myria. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que ça nous appartient en tant que tel. Par contre, ça veut dire que du coup, si nous, on a des contacts avec un studio de production, un studio d'animation, un studio de jeux vidéo, quel qu'il soit, on peut aller voir les auteurs et dire, ok, est-ce qu'on peut te mettre dans le portfolio ton univers licencié IP Myria Édition ? Et comme ça, nous, on peut faire des gros dossiers dessus, on peut tenter des dossiers de subvention pour faire en sorte que un studio d'animation, pourquoi pas, ait envie de faire un dessin animé sur ton univers, exemple. Donc on a vraiment cette logique un peu américaine d'avoir envie que nos auteurs puissent aller plus loin, puissent dépasser le cadre du simple livre, et que ce soit via des crossovers ou via du multimédia, en fait, du multi-support, on fait vraiment en sorte de créer une marque, de créer une licence, en fait. Le logo de Myria Édition semble être une sorte de clé. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, la clé, c'est une symbolique puissante. Moi, c'est un item que j'aime beaucoup. Quand on pense à la clé, à quoi on pense ? En Kingdom Hearts, on pense à Zelda, on pense à Sakura chasseuse de cartes, on pense à un objet qui est capable d'ouvrir les cœurs, qui est capable d'ouvrir les mondes, voilà, qui est capable d'ouvrir les esprits, qui ouvre des choses en fait. Et du coup, c'est un peu notre approche avec Myria, parce que comme on est à la fois une maison d'édition, à la fois une start-up, du coup, on a forcément un caractère innovant. Donc l'idée de la clé, l'idée de cette symbolique, c'était vraiment de dire à nos lecteurs et de dire à nos artistes, il y a des portes partout. Elles sont fermées. Le monde de l'édition, il est un poil archaïque et il a un peu du mal à évoluer. Mais nous, on a envie de faire bouger les choses, on a envie d'ouvrir ces portes. Donc, on vous donne une clé pour que vous puissiez ouvrir toutes les portes que vous voulez. Et aussi, de façon plus globale, cet objet, donc la clé telle qu'elle est designée, fait partie de certains de mes univers de fiction, dont on parlera un peu plus tard. Et du coup, forcément, voilà, il y a un peu cette double symbolique. Sachant que Myria, c'est la diminution du mot myriade, donc une myriade d'univers, c'est notre slogan. Et c'est vraiment pour dire que voilà, on joue vraiment sur cette logique d'univers, et avec ces clés qui peuvent les ouvrir et qui peuvent permettre des crossovers, de l'interconnexion entre nos auteurs. Comment collaborez-vous avec les auteurs et les dessinateurs pour développer leur œuvre au-delà du format traditionnel ? Alors nous, en fait, comme je l'ai dit au tout début, on est une petite maison d'édition qui aime bien faire comme les grandes. Du coup, fatalement, notre idée, en fait, ça va être d'avoir un grand channel où tout le monde peut discuter, donc auteurs, scénaristes, partenaires et membres de la maison d'édition, donc du staff, en fait. On va avoir un serveur Discord, par exemple, et en fait, on va créer des channels par univers, où toutes les personnes qui sont impliquées dans cet univers vont avoir voix au chapitre, en fait. L'idée, c'est que du coup, on a un suivi éditorial qui est très très fort, on travaille vraiment au corps à corps avec nos auteurs, parce que contrairement à beaucoup de maisons d'édition, ce que nous on aime bien faire, c'est de prendre des œuvres qui sont en cours de création. Pourquoi ? Parce que ça peut nous permettre de les driver. Ça peut nous permettre en fait d'aider l'auteur à parfaire, à optimiser son processus de pré-production. Et là où une maison d'édition standard va dire ok, bah toi ton livre il est fini, je l'ai lu, je l'aime bien, le comité de lecture l'a bien aimé, on le prend, on le corrige, on le maquette, il sort dans 2 mois. Bon, je grossis le trait, mais t'as saisi. Nous, on a plutôt une logique de ok, tu nous as pitché un univers, il est cool, on a lu quelques pages, on voit que t'écris bien, il n'y a pas de souci. Il te faut du temps pour écrire, pas de problème, signe maintenant, on s'imagine que ça sort dans 1 an et demi, et pendant toute cette période, en fait, tu vas nous montrer tes chapitres, on va les lire, il y a notre comité de lecture qui va te donner des conseils. Ce chapitre, je trouve que ça serait sympa si on ajoutait une OST, par exemple, une musique un peu épique. Nous, on travaille avec ces musiciens. Est-ce qu'il y a des choses dans leur banque sonore qui t'intéressent, que tu voudrais qu'on exploite pour ton univers ? Cet illustrateur qui travaille avec nous, il a lu tes pages, ça l'a inspiré, il a fait ce fan art. Est-ce que ça te dirait qu'on l'inclut dans l'œuvre et que peut-être on le paie pour en mettre d'autres dans le livre, etc., etc. Et t'appliques cette formule à tous les types d'ouvrages qu'on pourrait faire, ou à du jeu de société, puisqu'on fait aussi du jeu de société. Donc par exemple, si quelqu'un arrive et qui nous donne un prototype, on va faire du playtest. On va le tester, on va l'amener en salon, en convention, on va dire ok, on l'a fait tester à 100 joueurs, ça plaît à tout le monde, franchement c'est cool, ok on te le prend. Mais on va t'aider un peu à pas faire les règles, parce qu'on pense que là il y a des petits soucis, là c'est bien, voilà. Et du coup, voilà, comme je disais, donc tu prends un peu de formule, tu l'appliques un peu à tous les univers et tu as vraiment notre aspect de suivi éditorial 2.0 et vraiment cette idée de maison d'édition innovante un peu. Quels sont les avantages et les inconvénients d'intégrer des éléments transmédia dans vos publications ? Alors les avantages, c'est évidemment l'ouverture à cet univers, puisque du coup, plus on en fait... Alors attention, on dit que le mieux est l'ennemi du bien, et je suis assez d'accord avec ça, mais en toute logique, plus on en fait et plus c'est bien. Pourquoi ? Parce que du coup, ça peut permettre aux gens qui ont aimé l'univers
de l'explorer un peu plus en profondeur. Bien sûr, il y a une limite. Plus tu fais, c'est comme un élastique. Plus tu le tires et plus il menace de se casser. Donc l'idée, c'est vraiment de le tirer comme il faut, mais de faire attention à ce qu'il ne s'étiole pas. Donc je dirais que les avantages, c'est vraiment de permettre d'étendre ces univers et de toucher d'autres niches de lecteurs qui n'auraient pas forcément été intéressés par l'œuvre principale, mais qui peuvent y pénétrer par l'autre voie. Par exemple, je sais pas moi, imagine, t'es pas du tout un joueur de League of Legends, mais tu peux avoir apprécié la série Arcane, et du coup t'intéresser à l'univers de League of Legends et à son lore, parce que même si tu joues pas au jeu et que tu détestes le gameplay de ce jeu, peut-être tu as envie de savoir pourquoi ces personnages-là, c'est des champions dans le jeu, etc. etc. Nous, on a un peu cette logique-là, en fait, de vraiment avoir envie que tout le monde puisse rentrer un peu par toutes les portes. En revanche, et ça c'est plus terre à terre, il y a vraiment, encore une fois, la contrainte de création, de temps, financière. Le problème de le vrai problème de notre démarche, c'est qu'elle est à risque. Puisque on part sur des logiques d'univers, d'interconnexion, on part forcément sur des logiques de tout livre qu'on va prendre va recevoir un traitement privilégié. Et du coup, s'il reçoit un traitement privilégié, ça veut dire que ça va être cher à produire. Donc, il faut qu'on soit sûr de notre coût, il faut qu'on fasse tout pour que ça marche bien, et il faut surtout qu'on fasse tout pour que les lecteurs accrochent. Là où le choix subjectif et le choix objectif va se confronter entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on voudrait faire et ce que les lecteurs attendent de nous, c'est cette collision qui rend la chose compliquée en fait. Quand on voit une maison d'édition, on se dit, ils reçoivent une œuvre, ça leur plaît pas, ils l'éditent, etc. On ne se rend pas compte de tout le travail derrière éditorial, peut-être pas d'influence, mais j'allais dire peut-être d'accompagnement de l'auteur aussi pour l'amener dans une direction. En fait, si tu veux, chez Myria, c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment, on est pugnace. On a vraiment envie que ça sorte dans de bonnes conditions, tu vois. Donc, on n'a pas peur de se saigner pour le faire. Par contre, et là, je parle vraiment au nom de tous les collègues, qu'on soit une maison d'édition plus standard, qu'on soit plus grand que nous, plus petit que nous. Dans l'édition, ce qui est très très compliqué, c'est qu'on est un peu esclave de la chaîne du livre, en fait. Nous, l'éditeur, on est un maillon parmi tant d'autres, mais il y a d'autres maillons qui coûtent cher, qui vont être le distributeur, le diffuseur, l'imprimeur, le libraire même d'ailleurs, c'est vrai, parce que en fait tout le monde a des charges, tout le monde a besoin de recevoir son salaire. Alors il y en a qui sont plus vampiriques que d'autres, parce que voilà, tout n'est pas égal dans la chaîne du livre, et nous en tant que start-up, notre défi c'est aussi d'essayer de faire en sorte de la disrupter un peu et d'y trouver notre compte sans altérer la qualité et la visibilité, ni la commercialisation d'ailleurs de nos produits. Mais le suivi éditorial, je vais pas te mentir, aussi compliqué que cela puisse être, c'est peut-être la partie la plus amusante de la pré-prod, parce que moi personnellement, et c'est aussi le cas de Kevin, on adore tous les logiciels de PAO. Donc on adore tout ce qui va être Photoshop, InDesign, on aime bien manier, on va dire, l'image. Du coup, faire de la maquette, faire du lettrage, discuter avec des imprimeurs, choisir le papier, choisir la rigidité d'un livre, faire des feuillets, etc. C'est des trucs qu'on aime bien faire en fait. Donc c'est pas une corvée. Et c'est une chance parce que si ça en avait été une, ça aurait été beaucoup plus dur de sortir des livres. Par contre, il n'empêche, aussi fun que ça puisse être, de nous manier les images, comme toi tu aimes bien manier le son par exemple, tout l'aspect, tout l'enjeu économique autour de la publication d'un livre et des défis financiers que doit subir une maison d'édition à chaque fois qu'elle a envie de sortir quelque chose, et ça c'est vrai pour toutes les maisons d'édition du monde, ça rend la chose plus compliquée. Et c'est vrai que je trouve dommage que ce soit si flou, parce que nous, en tant qu'éditeur, on sait. Mais j'ai été auteur avant d'être éditeur. Et avant d'avoir toutes ces notions-là, j'ai dû passer par 5 voire 6 années de valser d'une maison d'édition à l'autre, de connaître, d'apprendre et de comprendre des modèles de petites maisons d'édition, de grandes maisons d'édition, qui étaient un peu plus arnaqueuses que les autres, d'autres qui étaient beaucoup plus honnêtes aussi. J'ai vu beaucoup de choses en fait. Et du coup, le modèle de Myria, il est vraiment né de mon expérience. Mais comment tu fais quand tu es un aspirant éditeur, que tu n'as pas forcément le diplôme, que tu es juste passionné par le livre, et qu'en fait tu plonges dans un monde que tu croyais simple, qu'il n'est absolument pas en fait. Donc je crois que toute la difficulté, elle est là. Le monde de l'édition papier n'a pas encore pleinement exploité les nouvelles possibilités qu'apporte le numérique. En tant que pionnier dans ce domaine, penses-tu que cela pourrait devenir une norme dans l'édition papier ? Alors, oui. Honnêtement, oui. Parce que, en fait, si tu veux, il y a pas mal de maisons d'édition qui commencent un peu à explorer le sujet, mais vraiment en surface, en fait. À part les gros noms qu'on ne citera pas ici, qui ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas notre cas. Il y a beaucoup de petites, moyennes maisons d'édition qui ont quand même une appétence envers le numérique
et qui vont tenter des petites choses. Mais généralement, ça se résume au QR code et je trouve ça dommage. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, placer un QR code dans un livre et dire au lecteur, scannez-le, vous allez avoir une image, c'est mignon. C'est un bon début, en fait. Le truc, c'est qu'évidemment, on a plus que de la passion pour le transmédia, c'est qu'on a aussi des études qui vont dans ce sens. Alors, surtout Kevin, pour le coup, parce que lui, il a littéralement un master de transmédia. Donc, si tu veux, avec nos connaissances en jeux vidéo, en game design et en transmédia de façon générale, quand on arrive devant un ouvrage et qu'on se dit, OK, comment on fait en sorte que ça soit plus qu'un livre ? Bon, le QR code, c'est la première solution qui va, parce que on va dire que c'est plus facile. Personnellement, on n'a pas envie de faire que ça. Au tout début, je t'ai parlé de tout ce qui va être scan de page, par exemple. Donc, quand tu veux faire de la réalité augmentée, c'est pas juste je prends mon smartphone, je scanne la page et je vais avoir un truc à la Pokémon Go qui va apparaître sur son écran blanc. Basiquement, ça ressemble à ça. Mais tout le processus pour y arriver, en fait, il demande des vraies connaissances. Et le truc, c'est que nous, avec nos connaissances, on arrive à tamponner, je dirais, 50% du travail. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas recours à des tiers pour l'intégralité de tout ce qu'on voudrait faire. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas encore le matos et qui nous demanderaient de passer par, je sais pas moi, un sous-traitant par exemple, qui vont permettre de faire ce qu'on veut. Mais dis-toi que même en tamponnant 50% de ces faveurs-là, en fait, de ces métiers-là, déjà ça coûte cher. Donc comment une petite maison d'édition qui s'y connaît pas peut réussir à faire ça en fait ? Actuellement, elle ne peut pas. Par contre, ce que moi je crois, c'est qu'un jour on pourra. Parce qu'un jour, il y a des logiciels plus faciles, il y a des technologies plus intéressantes et moins génératives qui vont permettre d'avoir du support et de permettre à tout un chacun de créer leur propre contenu transmédia. Et sans trop entrer dans le détail, si on est une start-up avec Myria, c'est parce qu'on travaille aussi un peu sur ça. Donc j'en dirai pas plus. Mais pour reprendre ton terme, en tant que pionnier, en tout cas, c'est comment j'aimerais qu'on soit perçu, je crois que ça sera possible, ouais. Juste, actuellement, c'est très très dur parce que ça demande des connaissances et des spécificités que les gens n'ont pas. Mais en fait, les générations, c'est cyclique. Les éditeurs d'aujourd'hui ne sont pas les éditeurs de demain et les éditeurs de demain baigneront dans des technologies que les éditeurs d'aujourd'hui ne maîtrisent pas. Donc je pense que c'est l'évolution logique. Maintenant, la vraie question, c'est quand ? Et ça, je ne peux pas trop te répondre. Enfin, moi, dans l'idée de tout ce qui est nouveau, souvent, c'est quand il va y avoir le premier succès, ça va servir de modèle en général. Il y a ça aussi. Je suppose que votre objectif, c'est un peu ce qu'on vise. Alors après, je vais pas te mentir, il y a des grandes maisons d'édition qui commencent déjà à explorer tout ce qui va être métavers à travers les œuvres et tout. Alors c'est cool, mais pour l'instant c'est gadget. Et en fait, le vrai problème il est là, c'est que c'est gadget. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est réussir à créer des œuvres augmentées, mais qui sont pas gadgets en fait, qui participent pleinement à la création du livre, à son intérêt, à son utilité, parce que le livre utile, en fait, c'est chouette. Par contre, l'autre enjeu, et ça c'est vraiment l'autre côté du spectre, et c'est là où tout le truc est difficile, c'est que les gens n'étant pas encore habitués, il ne faut pas que ce soit une obligation. Il ne faut pas qu'ils disent « Ok, j'achète un livre, mais je suis obligé de le scanner pour l'apprécier, tu vois. » Donc il faut qu'on trouve cette balance de créer du livre divertissant, utile, complet, technologique, et qui en même temps ne demande pas aux gens de formater leurs pensées pour les lire. Il faut que l'objet se suffise à lui-même. Voilà, c'est un peu tout l'objet de nos recherches. Et puis là, de toute manière, actuellement, encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, parce que je ne peux pas trop me permettre, on est actuellement en train de nous lancer dans de la R&D à ce niveau-là, parce que du coup, on a pour but de réussir à trouver cette formule. On y travaille ardemment, on veut le faire. Et pour ça, on est en train actuellement de travailler avec des laboratoires pour essayer de créer un peu plus qu'un livre. Mais on n'y est pas encore, donc actuellement c'est un work in progress. Peut-être dans un an ou deux, on se reverra et je te dirai ça y est, on l'a fait. On espère en tout cas. Comment choisis-tu les projets de BD et de manga à publier ? Quels sont les critères les plus importants pour toi ? Alors, du coup, le premier critère, et on en avait parlé, c'est que l'univers soit intéressant. Alors quand je dis intéressant, c'est à la fois qu'il nous plaise, bien sûr. Pas forcément qu'il soit dans l'air du temps, parce qu'en fait c'est bête à dire, mais... Nous, on n'est pas forcément dans une démarche de ok, les gens ils aiment du shonen, ils achètent du shonen, alors on va prendre du shonen, tu vois. On a envie d'avoir des univers qui soient quand même assez, je vais pas dire alternatifs parce que c'est un vilain mot, mais qui aient leur propre identité. Il y a bien sûr le style, parce que ça c'est quand même important. Je veux dire, malheureusement en BD c'est terrible, mais tu peux avoir le meilleur univers du monde, si le dessin accroche pas, les gens ils achètent pas, donc ça c'est aussi un peu la difficulté. Il y a quelques contre-exemples quand même. On voit l'Attaque des Titans où le dessin fait pas partie du haut du panier. Oui, mais effectivement, ça va, c'est quand même professionnel. Moi, quand je te parle de dessin qui fonctionne pas, je te parle de trucs vraiment
extrêmement amateur, tu vois. Oui. Parce qu'après, tous les goûts sont dans la nature. Moi, personnellement, l'Attaque des Titans, c'est pas ma came. Par exemple, mon petit frère, il trouve que c'est un manga de fou, qui est super bien dessiné et tout, tu vois. Donc ça dépend. Et ça, pour le coup, on peut pas juger. Là, nous, ce qu'on demande, c'est simplement un certain professionnalisme. En fait, c'est vraiment ces mots que je voudrais le porter. Par contre, un des prérequis, c'est aussi qu'on ait un bon feeling avec l'auteur. Et ça, c'est vrai pour plein de gens. Par contre, tu vois, moi, je vais te dire un truc de fou. On connaît des éditeurs, on connaît des gens, de façon générale, qui ont une logique ultra commerciale, en mode, moi, si l'auteur, il est moche, je le prends pas. D'accord. Je te jure, c'est vrai. Ça, je trouve ça fou. Je trouve ça juste fou, en fait. Donc non, on veut que l'auteur soit sympa, avec nous, avec les lecteurs, avec tout le monde, enfin voilà, que ça se passe bien, quoi. Bien que, des fois, on soit surpris de gens qui paraissent un peu antipathiques au premier abord, mais qui, en fait, sont juste un peu timides. Et à l'inverse, de gens qui sont très sympas au premier abord et qui, en fait, se révèlent être un peu pernicieux. Alors, ça ne nous est pas encore arrivé, mais on en a tous connu. Voilà. Et on a bien entendu envie qu'ils soient bien chez nous, quoi. Donc nous, on fait des propositions, on essaie qu'elles soient avantageuses. Alors on n'a pas les moyens de certains Golgoth de l'édition, donc on fait un peu comme on peut. Par contre, on essaie vraiment de faire des contrats qui sont un peu sur mesure, qui soient qualitatifs, qui soient rémunérateurs aussi. Après, tout simplement, on scout, on cherche des gens, et quand ils nous plaisent, on leur propose, et s'ils viennent, ils viennent, et s'ils viennent pas, bon, tant pis. De l'autre côté du spectre, ça arrive qu'on reçoive des dossiers aussi. Les dossiers, on a un comité de lecture, qui est assez grand et qui est généraliste, autant pour le roman que pour le manga, ou pour la BD d'ailleurs. Et on essaie on fait passer les dossiers, il y a des filtres, et il y a des notations, alors qui sont en interne évidemment, mais qui sont pas des vraies notations, c'est pas l'école, tu vois, mais c'est juste pour me permettre à moi de savoir ce qu'en a pensé le comité, et si c'est positif, là on va aller discuter avec l'auteur, et si on voit qu'il y a un feeling, on va lui proposer quelque chose, tout bêtement. Par contre, pour le jeu de société, on passe pas par un comité de lecture. Là, c'est vraiment Kevin et moi qui essayons de rencontrer l'auteur, qui faisons du playtest, qui demandons à voir le prototype, de la vidéo, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça dépend du format, en fait. Comment vois-tu l'évolution du marché de la BD et du manga avec l'essor des nouvelles technologies et des plateformes numériques ? Je vais répondre en deux temps. Déjà, comment je vois l'essor du marché de la BD et du manga de façon générale ? C'est chaud. Je vais pas te mentir, c'est chaud. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a des bulles spéculatives qui se forment de plus en plus. Il n'y a jamais autant eu de gens qui ont le temps d'écrire, de dessiner, et qui sortent de titres. Le Japon a parfaitement compris que jeter ces titres chez nous à balle, ça permettait de rentrer beaucoup d'argent, et beaucoup d'autres pays asiatiques commencent à se faire la même réflexion. Donc en fait, il y a beaucoup de titres qui sortent, beaucoup de concurrence, et n'importe quel libraire te dira qu'il est sous l'eau. Donc je t'avoue que je suis très surpris de cette espèce de stase un peu quantique où t'as à la fois genre une vague spéculative de livres et de beaux livres, de collectors de fous qui sortent, et du prix du manga et de la BD qui augmente, et le pouvoir d'achat des gens qui baisse, et en même temps t'as personne qui s'écroule. C'est très bizarre, mais quelque part c'est encourageant. Il y a quelques maisons d'édition, il y a Noé Graphics là qui est un peu en difficulté. Ouais, mais tu peux parler. je pense qu'ils effectivement, pour se l'essentiel, mais... et puis on est un peu étonné, comme tu dis, moi aussi, en tant qu'acheteur, de voir il y a énormément de titres tous les jours qui sortent. Tous les jours. C'est si dur de compléter des collections, de sortir. On n'a plus le temps. Alors. Pour se démarquer, c'est compliqué. C'est affreux parce que moi, je prends mon exemple personnel, mais quand j'étais gamin, mes parents m'achetaient des livres, évidemment. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'avais cette chance. Aujourd'hui, je suis adulte, je gagne de l'argent, mais en fait, je peux toujours pas acheter de livres. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, écoute, le marché se porte aléatoirement bien, c'est dur, tout le monde dit que c'est dur, ça se voit que c'est dur, mais en même temps, ça n'empêche pas les maisons d'édition de sortir des livres. Par contre, moi, je pense qu'on est vraiment saturé par les maisons d'édition qui sont quand même vraiment plus grandes et plus influentes, et qui en sortent beaucoup trop, et en fait, ça nous noie à nous. Et je pense qu'avec un peu de bon sens, on peut réussir à esquiver les gouttes. Maintenant, en ce qui concerne le marché numérique et l'impact des nouvelles technologies, c'est un peu ce qu'on s'était dit, c'est que moi, je pense que ça va faire la différence. Je pense qu'il y a des nouveaux formats de livres qui vont sortir un jour ou l'autre. Nous, avec Myria, on travaille aussi dessus, parce qu'en fait, le livre, c'est très figé. Quand tu regardes, tous les arts ont réussi quasiment à se moderniser, mais le livre, lui, il reste indubitablement à l'état de livre. Et même si on a maintenant de la lecture sur tablette, tous les Kindle et j'en passe, ça reste du livre en fait. Donc l'enjeu, c'est oui, le numérique ça peut fonctionner, mais est-ce qu'on peut être assez intelligent pour le démarquer du livre classique, en faire un nouveau produit et créer un nouveau marché ?
Comment gérez-vous la promotion et la distribution de vos œuvres transmédia pour atteindre un public large et diversifié ? Ça, pour le coup, on est sur des techniques relativement classiques. On fait de la promotion sur les réseaux sociaux, des séances de dédicaces en librairie avec nos auteurs, on fait des salons du livre, des salons manga, donc pop culture. Évidemment, on a notre site internet qui marche bien. Franchement, on a pas mal de ventes sur le site internet, j'ai pas du tout à me plaindre. Et là, actuellement, on est en train de lui faire une refonte, on lui fait une petite beauté pour accueillir pas mal de nouveaux éléments. Et aussi, surtout, on essaie de promouvoir nos livres à travers un truc que les autres maisons d'édition ne font pas, c'est que nous, on est aussi un peu une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup bosser avec les institutions, les musées, par exemple, tant d'autres choses. On essaie de créer de l'interconnexion entre des institutions et nos œuvres. Par exemple, là, actuellement, on a un manga qui s'appelle Le Roi Soleil, donc, qui est une uchronie très burlesque sur la ville de Louis XIV. On aimerait bien voir s'il y a moyen de contacter le staff du château de Versailles pour voir si on peut, vu que c'est un livre sur Louis XIV, si on peut faire un événement avec eux. Tu vois. Par exemple, on a envie de bosser avec le musée de Hague, on a envie de bosser avec d'autres entreprises. Voilà, donc on essaie de voir si plus loin que la promotion classique de l'œuvre, par le biais des librairies, des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut faire avec un livre, si grâce à notre côté studio de production, on peut réussir à faire en sorte de créer des crossovers entre nos œuvres déjà parues et des musées, des écoles, voilà, de toutes ces choses-là, des entreprises qui peuvent résonner avec les thématiques qu'on aborde. Vous serez au Festival Fantastique de Béziers ? Alors, moi, comme je suis membre du jury, j'y serai en tant que jury. Alors, on doit encore discuter des modalités avec la librairie, mais ça avait déjà été discuté et le directeur l'avait approuvé. C'est juste qu'on n'a pas encore fait le lien complet. Deux de nos auteurs devraient être sur le stand de la librairie du coin de la page, donc pour faire des séances de dédicaces. C'est juste qu'on n'a pas encore décidé de qui et de quand. Voilà, et après, pour cette année-là, ça ne sera pas plus que ça. Mais l'an prochain, je pense qu'on essaiera d'avoir un vrai stand Myria pour vraiment présenter tout ce qu'on fait. Et on salue Jérôme Azé, organisateur du Festival Fantastique de Béziers qui aura lieu les 4 et 5 octobre 2024. Il nous présente d'ailleurs le festival dans l'épisode 2 de Multivers, le podcast. Est-ce compliqué de se lancer dans l'édition en 2023 ? Assez. Alors pour des raisons qu'on a déjà beaucoup citées, le livre ça coûte cher, il y a beaucoup de concurrence. Nous, on s'est lancé parce qu'on avait la sûreté pour faire d'autres trucs à côté. Non, je ne parle pas forcément de nos emplois respectifs, je parle vraiment de l'idée du fait d'être une start-up, d'être une entreprise à mission. Franchement, je vais pas te mentir, si Myria n'était que Myria, je ne sais pas si on l'aurait tenté. Parce que c'est vraiment compliqué. Des petites maisons d'édition qui se cassent la tête, j'en vois tous les jours. Pour l'instant, on esquive les balles, mais on voit très très bien que juste vendre du livre, clairement, ça ne pérennise pas une société. En tout cas, nous concernant, puisqu'on met beaucoup d'argent dans la création de nos livres, puisqu'on essaie d'avoir vraiment une belle qualité d'ouvrage. Après, il y a beaucoup de petites maisons d'édition, et je ne les blâme strictement pas, qui vont passer par l'impression à la demande, qui vont passer par Amazon ou autre pour réduire leurs frais. Ça marche. Moi, c'est pas ma cam, c'est pas ce que j'aime faire, mais j'entends absolument tous ceux qui le font, parce que à un moment donné, quand tu te lances dans quelque chose à risque comme ça, il faut rentabiliser comme on peut. Donc c'est dur, mais c'est gratifiant aussi, donc je pense que c'est ok. Vous souhaitez adopter une politique éthique à la fois sur le plan social et environnemental. Peux-tu m'en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a plusieurs actions qu'on essaie de mener à ce niveau-là. Donc on a vraiment des politiques un peu RSE à ce niveau-là. C'est que nous, on a vraiment des enjeux. Alors ça, c'est vraiment lié à notre côté réalité augmentée, contenu immersif dans les œuvres. On a vraiment cette politique d'accessibilité, d'inclusivité. Donc quand on fait des comptines, quand on fait des contes pour enfants, des romans jeunesse, des petites bandes dessinées, on a des versions audiobook. Donc, qui sont directement inclus dans l'ouvrage, par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est pas juste, on aurait très bien pu prendre une IA ou une voix Google et juste faire enfin voilà. Mais c'est pas du tout le cas. On a envie on a envie de le soigner. Et du coup, on fait faire de la musique, on fait appel à des comédiens de doublage, puisqu'on est en relation étroite avec le studio Scopiton à Paris, qui est le grand studio des comédiens de doublage, en fait. Du coup, on a eu la chance de travailler avec Martial Luminou, avec Nathalie Holmes, avec Alice Orsa, voilà, qui sont des grands noms du doublage français, qui interprètent les personnages de nos contes pour enfants actuellement et bientôt de la plupart de nos BD et mangas. Donc on a vraiment cet aspect inclusivité. Et à côté, on essaie aussi de faire en sorte que tous nos livres soient créés en France et en Europe. Voilà, donc pour avoir une meilleure qualité de papier, pour avoir du papier
recyclables, pour avoir de la labellisation, donc Imprime Vert, ou contre la déforestation. Donc c'est un peu toutes les actions qu'on essaie de mener. Aussi, on est partenaire de la Ligue contre le cancer. Pour toutes les BD qu'on vend, on reverse un petit pourcentage de ces ventes de bandes dessinées à la Ligue. Donc voilà, c'est toutes les actions qu'on essaie de mener, qui font en sorte un peu de rendre à la planète ce qu'on lui prend pour faire nos livres, quoi. Quelles sont vos principales méthodes de communication pour promouvoir vos nouvelles publications ? Alors nous, on aime bien bosser avec des trailers. Comme tu le sais, on adore tout ce qui est animation, tout ce qui est jeu. Du coup, on essaie de faire en sorte que chaque fois qu'il y a un livre qui sort, on fasse un beau trailer animé ou semi-animé, avec de la voix, de la musique, avec de l'immersion. Que ça, c'est vraiment pas tout le monde qui le fait pour le coup, mais nous, on est fiers de le faire. C'est un investissement qui, je trouve, en vaut la peine parce que ça crée des beaux souvenirs à chaque fois. Quelque chose qui nous tient aussi à cœur. En tout cas, on essaie de le faire. Ça peut donner une idée aussi de transmédia, comme tu disais. Oh oui, mais bien sûr, mais ça en fait complètement partie. Et ce qu'on essaie absolument de faire, c'est que quand on a un nouvel auteur qui vient chez nous, d'organiser un tour dédicace. Donc dans toutes les librairies de sa région, au-delà si on peut. Ça dépend de leur localisation, de s'ils travaillent à côté, qu'ils peuvent beaucoup se déplacer ou non. Ça dépend évidemment si les librairies veulent les accepter ou non, parce que ça c'est aussi, c'est aussi une difficulté, c'est qu'on n'a pas toutes les portes ouvertes, mais un jour, ça viendra. En tout cas, on est très très content de tous les partenaires avec qui on travaille, tous les libraires indépendants, toutes les grosses librairies, toutes les enseignes qui nous prennent en fait, qui nous mettent dans leur rayon, qui nous mettent en avant. Je pense très très fort à la Fnac de Mont-Soleil-Mines, pas très loin de Vichy, chez qui en octobre on va faire un gros mois de dédicaces focus sur Myria, où on a 4 auteurs qui vont venir chaque samedi du mois avec tout un jeu de pistes, avec des récompenses à la clé, voilà, donc tout un parcours qu'on a créé avec cette Fnac, voilà, qui va nous permettre d'avoir une grande visibilité sur ce territoire où on n'est pas super présent en termes de librairie indépendante. Donc voilà, donc on essaie d'équilibrer comme ça et de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et on est toujours très content quand on a des lecteurs qui nous disent « Ouais, j'étais à cette librairie à Toulouse, j'étais à cette librairie à Dijon, et j'ai vu vos livres en rayon. » Et du coup, des fois, on reçoit des photos de ça et on est content parce que ça montre que la visibilité fonctionne. Avez-vous testé le financement participatif ? On l'a fait pour la toute première œuvre. Oui. Enfin, pour l'ouverture de la maison, en fait. D'accord. On a fait une grosse campagne de financement participatif où... Sur quel site c'était sur Ulule. Où l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les premiers livres de la maison d'édition, donc jusqu'à fin 2025. Et en fait, de faire une grosse campagne de précommande où en fait, tu pouvais un peu sélectionner en mode liste de courses les livres que tu voulais. D'accord. Et où on a bien expliqué en fait dans le Ulule que les livres, ils n'allaient pas sortir en même temps, qu'il y en avait qui allaient sortir dans 2 mois et d'autres qui allaient sortir dans 2 ans, objectivement. Et que au fur et à mesure des sorties, tous ceux qui avaient donné, on leur a envoyé. Alors là, tous les goodies n'ont même pas encore été envoyés, malheureusement. On a eu pas mal de retard sur certaines productions, donc pour l'instant, on n'est pas de très bons élèves. Mais en tout cas, la campagne a été un franc succès et on est en train de tout distiller petit à petit. Voilà, donc les gens nous font confiance, c'est une bonne chose. Par contre, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de répéter. On préfère réserver les campagnes Ulule pour des gros événements. Là, notamment, alors de la même façon, je t'en dis pas plus parce que c'est pas encore tout à fait officiel, bien que ça a été signé, mais on va sortir courant 2025 un jeu de société qu'on fait en partenariat avec un assez gros youtubeur. Voilà, donc ça bénéficiera d'une campagne de financement participatif parce que forcément ça fait jouer la communauté, donc c'est mieux. Dans la stricte mesure du possible, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit les fonds ou la trésorerie de Myria qui puissent pérenniser les futures sorties. Et sinon, on a la chance d'avoir l'appui d'institutions comme Occitanie Livre et Lecture qui peuvent éventuellement nous donner des subventions, des aides à la création, des choses dont toutes les maisons d'édition de la région peuvent bénéficier de toute manière. En général, Ulule, c'est plutôt pour un coup de pouce au début, pour aider, et c'est vrai qu'après, c'est pas quelque chose de pérennisable. Ouais, en fait, le problème de la campagne Ulule, alors moi, c'est pas forcément quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est que les maisons d'édition qui ne fonctionnent que par financement participatif, en fait, ça donne pas mal l'impression au lecteur que c'est des maisons d'édition qui n'arrivent pas à step up, à se faire des sous, on va dire, et qui du coup ont moins de qualité dans leur démarche et dans leur processus de création et de commercialisation. Et j'ai pas trop envie de tomber dans ce travers-là où on se dit ok, de toute façon, tranquille, le prochain livre sera financé par la communauté, donc c'est ok, et que par derrière, du coup, on entend Myria, s'il n'y a pas Ulule, ils n'existent pas. Ça serait dommage. Je l'entends pour d'autres maisons en fait, donc ça serait dommage qu'on l'entende pour nous, tu vois. Donc je préfère essayer de rester loin de tout ça et que comme tu l'as dit, ça soit un coup de pouce quand il y a besoin, quoi. De quelle façon trouvez-vous vos nouveaux auteurs et dessinateurs ? On les cherche sur les réseaux. Des fois, ça peut être des recommandations d'auteurs qui sont déjà chez nous. En fait, c'est un cercle vertueux parce que nous, au début, forcément, on n'avait personne. Par contre,
En tant qu'auteur, j'avais un cercle d'artistes, de dessinateurs que je connaissais déjà, et du coup forcément je suivais déjà beaucoup de monde, donc si tu veux, il y avait déjà pas mal de gens à qui on pouvait parler. Autre chose qui a été très 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 bénéfique, c'est que quand on a annoncé qu'on allait faire ce jeu de société dont je te parlais un peu plus tôt, on a cherché des illustrateurs. Et du coup, on a fait une grande campagne pour l'illustrateur qui serait celui du jeu de société, qu'on a trouvé d'ailleurs. Et si tu veux, ça nous a ouvert à énormément de profils parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de demandes. Et en fait, forcément, on ne pouvait en choisir qu'un. Par contre, ce qui était super intéressant, c'était que dans ces demandes-là, il y avait énormément de dessinateurs talentueux, dont certains qui avaient des univers dont ils parlaient sur le réseau et que moi, je ne pouvais pas connaître parce que je ne les connaissais pas. Donc en fait, tous ces gens-là, si tu veux, ils sont là. Et c'est des gens qui peut-être un jour, de ma propre initiative, j'irai recontacter pour des missions ou pour des propositions. Donc voilà, s'il y a des dessinateurs qui m'écoutent, qui ont postulé déjà chez nous ou éventuellement qui ont postulé chez d'autres maisons d'édition, partez bien du principe que même si vous essuyez un refus ou que vous n'avez pas de réponse, ça peut arriver aussi. Alors pas chez nous, mais ça peut arriver en tout cas. Voilà, c'est jamais perdu. Vous montrez jamais votre travail pour rien en fait. Vous semblez être ouvert au manga européen. Comment trouvez-vous ces licences ? Exactement de la même façon. En fait, généralement, quand tu veux une licence, il faut que tu passes par les ayants droit, forcément. Et les ayants droit, ils ont des filtres d'agences littéraires, voilà, ou je sais pas, même d'avocats, hein, ça peut arriver. Et là où, par exemple, pour le manga japonais, c'est très compliqué, en tout cas pour des gens comme nous qui débutons, c'est très compliqué parce qu'il faut mettre les sous, en fait. Étonnamment, pour le manga européen, ça l'est un peu moins. Parce que du coup, c'est moins regardé, c'est moins recherché. Et du coup, même si il faut quand même passer par ces filtres-là, si tu veux, on a quand même un peu moins de difficultés à en trouver. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que nous, tous les mangakas français qui sont chez nous, et actuellement, on n'en a sorti qu'un, mais en vrai, on en a signé 5, c'est des indépendants qu'on a trouvés en salon, qu'on a dénichés sur les réseaux sociaux, dont on trouvait le travail intéressant, et à qui on a fait une proposition qu'on a eu la chance d'avoir accepté ou le malheur d'avoir refusé, parce que ça arrive aussi. Mais bon, on n'a jamais trop eu de difficultés en vrai pour les mangas européens. Aujourd'hui, cela fait environ 40 ans que les animés et les mangas sont arrivés en France par le biais de la télévision et de différentes émissions jeunesse, et ont donc influencé 1 à 2 générations d'illustrateurs qui se tournent naturellement plutôt vers les mangas que vers la BD. Qu'en penses-tu ? Ce qui est super intéressant avec le manga français, je trouve, c'est qu'il a longtemps été décrié en fait. Pour beaucoup de gens, et même encore actuellement, le manga, c'est japonais. Éventuellement, c'est coréen maintenant. Et du coup, quand t'es un Français, alors je sais pas pour les autres pays de l'Europe, mais en tout cas, quand t'es un Français et que t'arrives sur le manga, en fait, tu sais que tu vas forcément te confronter à des gens qui vont te dire c'est pas du manga parce que t'es pas japonais. Ok, c'est un argument qu'on entend. Après, il y a eu des mangakas français tout au long de ces dernières décennies qui ont prouvé qu'ils étaient aussi talentueux que les mangakas japonais. On a eu Tony Valente, ou Valente. Tony Valente. Ouais, je vais dire Valente. J'ai peur d'écorcher son nom en vrai. On a eu Renaud Lemaire, donc c'est des gens qui ont plu au Japon, qui ont reçu des adaptations animées de leurs mangas alors qu'ils viennent de la France. Des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé il y a 20 ans finalement. Et aujourd'hui, c'est super intéressant de voir qu'il y a vraiment énormément d'aspirants mangaka français qui se lancent en auto-édition ou chez des maisons plus ou moins grandes. Et du coup, il y a de plus en plus de maisons d'édition, de petites maisons d'édition de manga qui se spécialisent dans le manga français. Petit check-up à nos copains de Cool Books notamment, qui, bien que maintenant ne faisant plus que du manga français, en a beaucoup fait et en fait toujours beaucoup. Le manga européen, ça sera toujours compliqué, je pense, dans le sens où ça sera toujours vu comme, malheureusement, un sous-genre du manga. Mais j'ai tendance à croire que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de mangaka français ou francophones passionnés. Et il y a des écoles, l'école à Toulouse, on a l'école à Angoulême et d'autres. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a de beaux jours devant le manga français. Je sais que votre best-seller est la bande dessinée Rebirth, mais je sais aussi quelle est la figure de proue de votre logique transmédia. Peux-tu me parler un peu plus en détail ? Alors en fait, Rebirth, donc c'est en effet une bande dessinée qui est pour les jeunes adolescents, mais elle fait vraiment partie de tout un univers, puisque Rebirth, à la base, c'est l'itération sous forme de bande dessinée de ma toute première saga de roman qui s'appelle Imaginary Rebirth, qui est une saga de fantasy, en fait, un peu plus adulte que la BD pour le coup, qui actuellement existe en 5 tomes. Et qui va en avoir d'autres. Là, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas sorti de tome en plus, parce que du coup, comme il y a toute la création de la maison d'édition, j'avais dit à Kevin que Rebirth sortirait forcément chez Myria. Mais par contre, ce qui est super intéressant avec Imaginary Rebirth, c'est qu'elle se décline vraiment sous une logique de transmédia, dans le sens où elle existe donc en roman, en BD, et qu'elle a un spin-off, elle a 2 spin-offs manga qui arrivent.
Elle a du comic book qui va arriver aussi. On prévoit aussi un light novel. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et en fait, l'idée, c'était que vraiment, autour de l'univers de Rebirth, on ait vraiment cet aspect d'univers étendu, multi-support, multigénérationnel, et que vraiment tout le monde puisse y entrer par la porte qu'il souhaite emprunter en fait. Peux-tu nous faire un pitch de Rebirth ? Rebirth, son pitch, il est somme toute très simple. Ça va raconter l'histoire de Tobias. Donc Tobias, c'est un mage en fait, et c'est un aspirant chercheur. Lui, il rêve d'être médecin. Et du coup, d'utiliser ses capacités pour faire le bien autour de lui. Le problème, c'est qu'il est méga flemmard. C'est très pantouflard. Lui, il aime la vie de château. Il n'a pas envie de sortir de chez lui, globalement, le jour de sa remise de diplôme. Donc le jour où toute sa vie devrait basculer dans le bon sens. Le roi, qui est à la fois son mentor et à la fois le régent de ce grand pays, en fait, va se faire assassiner devant lui et devant tous les habitants du pays, de sang-froid sur le balcon royal, par un individu qu'il ne connaît pas, mais qui va se revendiquer comme étant son frère spirituel, à Tobias. Et du coup, Tobias, il va vouloir chercher des réponses, mais en même temps, il va être pris pour cible par cette personne qui veut s'accaparer ses pouvoirs. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas la seule personne qui est prise pour cible, et il va devoir s'enfuir avec ces gens-là, à la fois pour essayer de trouver justice, pour essayer de réparer un peu les choses, et à la fois pour protéger sa vie. Et il va se rendre compte en fait que son errance va le mener par-delà les frontières de son monde. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que le monde dans lequel il habite en fait est fractionné en plein d'autres mondes qui sont fermés dimensionnellement par des failles. Et il va se découvrir le pouvoir d'ouvrir ces failles et de pouvoir traverser un peu des itérations de son monde, donc toujours dans la même temporalité, mais avec des évolutions différentes. Par exemple, lui, il est dans un monde qui est très médiéval, mais il va peut-être aller dans une version cyberpunk de son monde ou post-apocalyptique de son monde. Et en fait, c'est tant d'événements clés dans l'histoire de ce monde qui ont provoqué des changements en fait un peu dans la timeline et qui ont été séparés dans des univers de poche. Et en fait, il y en a 6 comme ça, peut-être plus, mais actuellement 6. Tobias en fait va être amené à les parcourir par rapport à cet assassin qu'il poursuit, qui lui aussi cherche à y pénétrer. Et il va se rendre compte que s'il est un mage qui est extrêmement puissant dans son monde à lui, ses pouvoirs ne fonctionnent pas dans les autres mondes parce qu'ils obéissent à des règles différentes. Et du coup, ça va être tout un jeu spirituel où il va devoir tenter de comprendre comment les autres mondes fonctionnent pour pouvoir adapter ses pouvoirs aux envahisseurs qu'il pourchasse en fait. Donc ça, c'est vraiment le pitch de base, l'idée d'une grande fuite et d'un grand voyage qui n'était pas prévu. Quand tu dis manga, comics, etc., ce sont des aventures chaque fois différentes, ça va être des... Alors, plus ou moins. Par exemple, on a l'aventure principale qui est le roman. Oui. Et la BD, c'est une itération de l'aventure principale, mais dans laquelle je fais partir les héros dans une autre direction. Avec l'idée, du coup, de m'amuser à jouer un peu avec l'univers étendu et à voir à quel point il est possible de faire autre chose. Donc, c'est une nouvelle porte d'entrée. Maintenant, on a le manga, on a les comics, on a le light novel, tout ça, c'est créé. Ça arrive petit à petit chez Myria, et en fait, on les inscrit dans ce qu'on va appeler des canons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va suivre le roman, qu'est-ce qui va suivre la BD. D'accord. Et à partir de là, en fait, le but du jeu, c'est de jouer avec les timelines et de faire en sorte que les fans, peut-être du manga et de la BD, puissent confronter leurs opinions avec ceux du roman, parce que du coup, ils n'ont pas les mêmes événements dans les livres, mais c'est les mêmes personnages et c'est le même univers, et du coup, comme tout est très bien architecturé, on va dire, c'est complet, puisque c'est un univers qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant, du coup, quand on a des lecteurs qui vont confronter ce qu'ils lisent dans la BD et ce qu'ils ont lu précédemment dans le roman, ils vont voir des différences subtiles, ou moins subtiles d'ailleurs, que quelqu'un qui commence par la BD, lui, ne peut absolument pas voir en fait. Et du coup, que ce soit des aventures différentes, que ce soit exactement les mêmes aventures, ou que ce soit des what-if, des aventures qu'elles ont déjà eues en fait, ça permet d'ouvrir plein de portes dans cet univers. Et comme Imaginary Rebirth, donc les romans, cumulent plusieurs milliers de lecteurs à leur actif actuellement, du coup, tous ceux qui ont plongé dans la BD peuvent s'amuser un peu à repérer ce qui capote. Et comme le but de cette histoire en fait, c'est qu'on est sur des personnages qui vont voyager un peu à travers le temps et l'espace, du coup forcément on peut vraiment s'amuser avec ces codes en fait. Toute la logique transmédia était dans ce but de vraiment jouer avec ces règles de mécanique quantique, alors évidemment vulgarisées pour les lecteurs, de façon à ce que du coup en brisant un peu le quatrième mur et en faisant des mises en abîme, on puisse créer une saga qui est réellement transmédia en fait. Chaque roman explore un monde en particulier ? À peu près. Au tout début du livre, on n'a accès qu'à 2 mondes. Et en fait, au fil de la saga, il y a d'autres mondes qui vont être accessibles, mais pas par tout le monde. Il y en a qui peuvent y entrer, il y en a qui peuvent pas y entrer. Du coup, ça dissocie des groupes. Du coup, des fois, on suit pas Tobias, on va suivre d'autres personnes. Par un moment, t'as des mondes qui sont carrément scellés, et du coup, entre guillemets, gentils comme méchants doivent s'y mettre ensemble pour tenter de l'ouvrir. Et en fait, tout l'enjeu de ça, c'est la réunification des gens qui sont comme Tobias, qui ont le pouvoir d'ouvrir ces failles, et qui sont les fragments d'une seule entité.
et qui du coup cherchent à se rencontrer, et en fait même s'ils ne le veulent pas, sont destinés à se rencontrer et à redevenir cette personne. Et du coup, Tobias, dans le roman, va lutter contre cet état de fait parce qu'il ne veut pas les rencontrer, et dans la BD va chercher à les rencontrer, ce qui du coup va donner une histoire totalement différente. Donc ça me permet en fait, à partir de ce simple choix, de créer 2 directions scénaristiques complètement différentes, mais dans le même univers. Ce qui fait que des alliés dans le roman peuvent être des ennemis dans la BD, et inversement. Donc, l'histoire de Rebirth dans la BD et dans les romans ont de grandes différences. Ouais, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des canons. C'est que les gens qui explorent la timeline de tous les livres se disent « Ok, ça appartient au canon de la BD, et ça appartient au canon du roman. » Et dans ce cas-là, comment est-ce que je fais pour déterminer les timelines et les événements en les recoupant ? En fait, en lisant, en prêtant attention aux petits détails qui sont cachés, qui fourmillent un peu dans tous ces formats-là, je suis capable de recouper. Ok, lui, ce personnage, il agit comme ça, donc ça veut dire que c'est le lui du roman. Ah, lui, il agit comme ça, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est sa version de la BD. Et là, dans ce cas-là, ça te permet en fait de serpenter un peu à travers ces nœuds scénaristiques, mais qui sont volontaires en fait. Dans ta description de Rebirth, ça me fait penser à des séries comme Slider ou le manga Hunter x Hunter, car en fonction des mondes, les règles changent et donc influent sur les pouvoirs des personnages. Il y a 6 mondes, et chaque monde va obéir à ses règles. C'est-à-dire que par exemple, dans le monde de Tobias, tu as une particule dans l'air qui fait que tout le monde peut maîtriser des arcanes élémentaires. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation, c'est en gros, la nature t'offre la possibilité d'utiliser des pouvoirs élémentaires. Mais cette particule, on va dire dans le monde d'à côté, n'existe pas. Donc c'est-à-dire que Tobias, littéralement, ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Par contre, dans ce monde-là, tous les gens qui habitent dans ce monde peuvent utiliser des cubes, qui s'appellent de la Waysonite. C'est un alliage cellulaire, c'est un alliage vivant, en fait, qui est métamorphe et qui va s'adapter à ton imagination. Cet alliage, il existe dans tous les univers, il existe dans tous les mondes, mais il n'y a que dans celui-là qu'on l'a trouvé. La particule du monde de Tobias n'existe pas, on va dire, dans l'univers 2, mais par contre, la Waysonite existe dans l'univers 2, donc Tobias peut s'en servir. Il pourrait aussi s'en servir dans son propre univers, ce qui lui donnerait un avantage sur des gens qui n'ont jamais mis le pied dans cet univers, puisqu'il aurait un pouvoir supplémentaire par rapport aux autres. Par contre, cette Waysonite, dans l'univers 3, elle ne fonctionne pas, parce qu'il y a une particule qui flotte dans l'air aussi dans l'univers 3, qui fait que la Waysonite ne peut pas s'ouvrir. Donc tu vois, c'est en fait, tous les mondes en fait rebondissent avec cette logique-là, et ça va créer des équilibres de race, dans le sens où, si quelqu'un vient de cet univers-là, il peut être puissant dans cet univers, mais il est absolument nul dans celui-là, parce que ses pouvoirs ne marchent pas, ou qu'il n'a pas ce qu'il faut, il n'a pas en lui ce qu'il faut pour utiliser ces particules-là, parce que son corps n'a pas évolué avec cette particule. On rebondit vraiment avec ces règles-là, en fait. À quel public s'adresse Rebirth ? La BD s'adresse à un public plutôt jeune adolescent. Le roman s'adresse à un public plutôt jeune adulte, parce qu'il est plus fourni en description, il est un peu plus mature. Mais par contre, l'idée, c'est que ça soit une licence qui soit assez multigénérationnelle, en fait. On a une histoire, on a un aspect un peu shonen qui évolue. À partir de là, c'est vraiment le format que tu préfères qui va privilégier l'histoire que tu as envie de voir. C'est-à-dire l'histoire du roman, elle est un peu plus... la direction que prend l'histoire du roman est un peu plus sombre, elle est un peu plus dark fantasy, tandis que l'histoire de la BD est un peu plus high fantasy, donc un peu plus joyeuse, un peu plus épique. J'ai vraiment designé le truc pour que tu aies envie de tout explorer, mais peut-être naturellement tu auras une préférence sur l'un ou sur l'autre, si tu es plus optimiste ou plus pessimiste. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. Et puis ça peut commencer par les romans et... Ah oui, de toute façon c'est le but. Quelles sont les influences de Rebirth ? Alors les influences de Rebirth, je pense qu'elles sont assez multiples en vrai. Bon, déjà on est vraiment dans ce concept d'odyssée, de voyage. Donc j'ai envie de citer One Piece, mais en vrai c'est pas un bon exemple, c'est juste que j'adore One Piece. Mais tu vois, tout à l'heure on a parlé de Slider. Slider, c'est un très bon exemple. Il y a aussi une ligne de roman fantasy qui est pas très très connue, mais que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Chroniques de Condor, qui globalement, alors fonctionne pas pareil, mais ont un peu cette idée de voyageurs dimensionnels qui viennent de notre monde pour envahir le premier et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait bien vibrer quand j'étais au collège. Après, il n'y a pas tant d'influence que ça. Il n'y a pas d'influence directe. C'est plus un amalgame de tout ce que j'aime lire et de tout ce à quoi j'aime jouer, que j'ai tenté de réunir dans une œuvre que je voulais finalement la plus complète possible. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai toujours reproché aux écrivains de fantasy, européens en tout cas, c'est qu'ils aiment bien faire des univers ultra fournis, je vais dire en profondeur. C'est-à-dire, moi je connais des auteurs qui me disent, oui, moi mon univers de fantasy, il est ultra complet parce que j'ai inventé une nouvelle langue, j'ai 10 pays avec 150 villes, et j'ai plus de 500 persos qui ont tous une fonction... Ok, c'est stylé, tu vois, mais en vrai, même moi en tant que lecteur, ça me fatigue en fait. Du coup, j'ai tenté de créer une autre logique qui était plutôt de créer des univers un peu bac à sable, où en gros, j'étais plus dans une logique de... J'ai plusieurs mondes différents, qui obéissent à des règles différentes,
Volontairement, je les creuse pas en profondeur, donc il y a quand même du stuff. Hein, tu vois, on a des villes, on a des personnages, on a des hiérarchies, on a des choses, tu vois. Mais comme l'idée de Imaginary Rebirth, ça a toujours été, et ça l'est même vraiment beaucoup avec Myria maintenant, de permettre aux gens de créer dedans, en fait. J'ai volontairement pas distillé autant d'indices que j'aurais voulu, pour que si quelqu'un un jour a envie de dire, bah moi j'ai envie de faire une fanfic sur Imaginary Rebirth, ou j'ai envie d'explorer la licence avec mes personnages, en jouant avec les règles de cet univers, bah je peux le faire. Parce que comme tout n'est pas déjà arrêté, si j'ai envie de créer des événements, des villes, des peuplades qui fonctionnent avec ce lore, en fait, bah, j'ai le droit de le faire. Et du coup, Imaginary Rebirth, on a toujours eu cet objectif d'en faire une licence ouverte. Où quand moi j'aurais terminé d'écrire tout ce que j'ai à écrire, que je puisse permettre à tout le monde d'écrire dedans. Donc c'est pour ça que c'est très fourni et à la fois pas forcément exploité à fond. Pour laisser la liberté aux gens de pouvoir faire ce qu'ils veulent dedans en fait. De la façon dont tu as l'air d'ouvrir l'univers, on peut penser à des jeux de rôle avec des scénarios aussi bien sûr. différents. Du jeu de rôle, du jeu vidéo, de l'animation, de la fanfic, du roman, du manga. Vraiment, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que je veux, c'est que ça soit cohérent avec ce qui a déjà été écrit en fait. Est-ce que tu peux nous parler de l'illustrateur et du dessin de la BD ? Donc l'illustratrice, elle s'appelle Agnieszka, très très bonne amie maintenant. C'est une fille que j'ai rencontrée il y a 2-3 ans sur Montpellier, voilà, qui était en fait élève à la fac d'art plastique de Montpellier, et en fait je connaissais son professeur. Tu veux, la BD de Rebirth, elle a une histoire un peu riche et terrible à la fois, qui est que sous la forme dont tu la connais maintenant, c'est la 4e fois qu'on a tenté de la faire sortir. Parce que il y a eu pas mal de déboires. Les précédents dessinateurs se sont tous arrêtés en plein milieu pour des raisons X ou Y. Et en fait, ce projet de BD, il existe depuis aussi longtemps que le projet de roman. En fait, moi, mon but premier, c'était de sortir les deux en même temps au tout début, en 2017. D'accord. Dès l'origine, c'était pas... Dès l'origine, c'était pensé comme ça. Mais malheureusement, bon, autant le roman, j'étais solo, ça sortait quand je le voulais. Autant la BD, j'étais pas assez mature pour travailler avec quelqu'un, enfin je savais pas trop forcément comment ça fonctionnait. Forcément, je débutais dans l'édition. Il y a eu des déboires, il y a eu des couacs, il y a eu des arrêts. Anna, elle est arrivée à un moment où j'avais un peu abandonné l'idée de faire la BD. Elle est arrivée, on l'a fait jusqu'au bout. Et en fait, maintenant c'est reparti comme ça devait partir, hein, tout bêtement. Elle est jeune. Là où moi j'ai 31 ans, elle a Anna, je vais peut-être dire une bêtise, Anna, tu m'excuseras, hein, mais elle a 23, 24 ans. Voilà, on s'entend très très bien. On fait nos dédicaces ensemble pour la plupart. Et là, on a terminé le tome 2 au début de l'été. Là, je suis en train de le lettrer actuellement. Et voilà, on a prévu au minimum 5 tomes pour la BD. Et s'il y a de l'engouement, on continuera. Et sinon, je le fermerai. Enfin, je fermerai la fin de la BD, quoi. Donc, une chouette personne que je remercie tous les jours de travailler avec moi. Tu es auteur de romans. Ouais. Tu me dis que tu scénarises des BD. Quelle est la différence ? Déjà, la différence, c'est qu'on n'écrit pas un roman, c'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment un travail différent, quoi. En fait, tous les travaux d'écriture sont différents les uns des autres. Scénariser une BD, scénariser une série, écrire un roman, c'est vraiment des exercices différents, et en vrai, ça demande vraiment de la rigueur de tous les maîtriser. Et encore, je considère même pas que je les maîtrise, pour être honnête avec toi. Pour l'instant, on est des éternels élèves. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, pour pas se reposer sur ses lauriers. Scénariser une BD, en fait, ça va demander des connaissances cinématographiques. Ça va demander des connaissances en dessin, basiques, mais qui ont le mérite d'exister. Savoir comment la perspective fonctionne, savoir comment le placement des cases, des bulles fonctionne, comprendre comment les plans de caméra fonctionnent, toutes les notions de travelling, parce qu'en fait, tu veux créer quelque chose de dynamique, tu veux créer quelque chose de vivant, et quand tu travailles avec ton dessinateur et que tu lui dis, voilà, moi je voudrais que ma scène, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je peux pas juste lui dire, genre, ok, le perso il fait ça, il fait ça, il fait ça, tu vois. Il faut que je lui dise, voilà, alors le personnage il fait ça, il est dans cette position, il faudrait que la caméra elle soit dans ce sens, parce que je voudrais que dans la dynamique, on comprenne que le personnage regarde vers le haut, parce qu'il faut donner une sensation de puissance au personnage d'en face, etc. Donc ça, c'est que de la parlotte, j'ai envie de te dire. Mais après, il faut être capable de transcrire ça sur un séquencier. Et à partir de là, Anna ou n'importe qui avec qui je travaille, en fait, fait sa sauce et me fait des propositions. Et ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de toujours donner à mon dessinateur une libre interprétation de mon storyboard. C'est-à-dire que moi, j'essaie de lui faire quelque chose le plus carré possible. Par contre, je lui dis tout le temps, si tu penses que la page peut être optimisée, si tu penses qu'il y a trop d'informations, si tu penses que ma perspective elle est pas bonne, si tu penses que mon plan il est trop statique, change-le. Et généralement, on travaille comme ça et ça se passe très bien. Avant Myria Édition, tu as écrit des romans, peux-tu nous en parler ? Alors en fait, pour te donner un compte exact, alors avant et pendant Myria, actuellement je suis à 24 ou 25 œuvres publiées, dont 9 dans l'univers d'Imaginary Rebirth et autour. D'accord. Du coup, qu'est-ce que c'est le reste finalement ? Pas mal de contes pour enfants. J'écris 3 contes pour enfants, un qui est en auto-édition et 2 qui sont chez des éditeurs. Donne les titres.
Ouais, Harpe, qui est un donc auto-édition. J'ai écrit La Petite Terre, qui est chez les éditions Alexandre de Saint-Prix. J'ai aidé à écrire Les Trésors de Carottes, qui en fait est une création à la base de Antoine Simon-Pierry pour Myria, mais je lui ai donné un coup de pouce. Enfin, en fait, j'ai écrit le texte, tout bêtement. Donc c'est un peu notre voix tous les deux, mais en vrai, c'est son univers, donc je considère pas que c'est à moi, tu vois. Pour moi, c'est plus à lui, mais j'étais présent, voilà. J'ai écrit des livres-jeux, donc des livres dont vous êtes le héros, voilà, c'est même comme ça que je me suis fait connaître, notamment avec le slasher dont vous êtes le héros chez Pulse Vidéo, qui a été un franc succès. Qui a bien marché dans la communauté, des livres dont vous êtes le héros, j'ai vu passer plusieurs fois. Ouais, non, franchement, j'en suis fier. En plus, il a chopé des prix et tout, franchement, content. J'ai fait toute une collection de livres thématiques Battle Royale et jeux vidéo dans les univers de Minecraft, Fortnite, Roblox, etc. chez Omake Books. Oui. J'ai écrit une toute petite novella qui s'appelle Le Pacte de la Rose aux éditions 13e Lune. Voilà, et après le reste, c'est des choses que j'ai écrites mais que j'ai pas encore sorties. Par exemple, Corbopal, qui est mon premier manga, qui est dans l'univers de Imaginary Rebirth, du coup, qui lui arrivera, je pense, à la fin de l'année. Voilà, et un peu de tout ça. Quel est l'avenir de Myria Édition ? Radieux, on l'espère. Non, l'avenir de Myria, là, actuellement, c'est de mettre à plat tous nos projets, de réussir à venir à bout de ce calendrier qu'on a nous-mêmes engendré et qui, finalement, va être très complet, va promettre de très belles choses. Ça va être de réussir à faire tout ce dont je t'ai parlé et dont je peux pas trop te parler non plus au niveau de la R&D et des nouveaux formats qu'on a envie de mettre en place. Ça va être de montrer qu'on n'est pas qu'une petite maison d'édition, ça va être le plus compliqué, je pense. C'est beaucoup de belles choses, beaucoup d'obstacles aussi. Ça n'existe pas une entreprise, une start-up sans obstacles. À moins de commencer avec un pécule à plusieurs zéros, généralement, c'est dur. Mais on aime bien faire fi de ces difficultés, donc on va y aller franco et l'avenir sera beau, je pense. Quelle est l'actualité de Myria Édition ? L'actualité de Myria Édition, c'est des sorties manga qui arrivent tout au long de la fin d'année. Ça va être le tome 2 de Rebirth qui promet d'envoyer du lourd. Tome 1 ayant très très bien marché. À mon avis, ça va être chouette. Ça va être le lancement de notre premier jeu de société. Ça va être du coup les phases de playtest qui sont associées à celle-ci puisqu'on est en plein dedans et que là on va commencer peut-être à éventuellement ouvrir le playtest public plus large pour permettre d'avoir vraiment les datas qui nous manquent en fait. Voilà, donc ça va être des nouveaux trailers, ça va être plein de choses chouettes je pense. Où peut-on vous retrouver ? Pour Myria, du coup, sur tous les réseaux, vous écrivez Myria Édition, donc vous nous trouvez. MYRIA Édition avec un S. Et sinon, de la même façon, vous mettez Alexandre Sanchez, auteur, et là vous aurez mes réseaux personnels, et là ça sera sur Instagram et Facebook, principalement. Ok, est-ce que tu as des choses à rajouter ? On ne le fait pas assez souvent, mais c'est bien de remercier les gens qui nous soutiennent. S'il y a bien une personne à qui je dois penser, à ce moment-là c'est Kevin, bien sûr, parce que plus qu'être associé, on est amis. Et comme je te l'ai dit, on est amis de très très longue date, parce qu'on se connaît depuis 15 ans, et que c'est pas notre première aventure entrepreneuriale, entre guillemets. Alors c'est la première entreprise qu'on forme, mais pendant 10 ans, on a tenu un grand forum d'écriture que Kevin avait créé dans son adolescence et que j'ai rejoint il y a peut-être 2-3 ans après son existence, qui a cumulé 3000 membres, 300 000 messages. Ça a été une très 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 belle aventure qui nous a appris les bases du métier avant même qu'on sorte de l'école. Myria, globalement, n'existerait pas non plus sans lui. Donc évidemment, les amis, la famille, ma femme, tous les gens finalement qui nous soutiennent tous les jours, qui sont là et qu'on n'oublie pas. Mais je voulais quand même faire un petit shout-out à Kevin pour qu'il entende une fois de plus que je suis très content de faire ça avec lui. Eh bien merci Alexandre. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres. Sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.